Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Dans cet épisode, je reçois Pierre Monclos, DRH, conférencier et auteur du livre Quand les startups scale up, licorne, réinventent les RH, aux éditions du Nou. Pierre est aussi passionné d'intelligence artificielle et nous parle dans cet épisode d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Comment elle s'applique dans les RH? On a aussi parlé d'impact sur le travail et d'éthique. Merci Pierre et belle écoute. Hello Pierre, ravi de t'accueillir de nouveau sur mon podcast Connecting Leaders. Bonjour Simone et merci pour l'invitation. Alors Pierre, tu as fait plein de choses. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement? Qui es-tu? Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de la formation professionnelle, 10 ans que je suis chez Youno, on fait de la formation en ligne, où je suis DRH et speaker sur toutes les évolutions et innovations qui touchent à la formation et aux ressources humaines. Et depuis fin 2022, l'un des sujets pour lesquels je me suis pris de passion, c'est l'intelligence artificielle. Tant je suis convaincu, et j'ai beaucoup d'exemples déjà à date, que ça va transformer le travail pour le meilleur ou pour le pire, selon la manière dont on s'en emparera. Ah bah, justement, on va parler de l'intelligence artificielle. Ouais, tu es dessus depuis un certain temps déjà. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter ça, nous faire une sorte d'état des lieux? Ouais. Alors déjà, pour qu'on sache de quoi on parle, l'intelligence artificielle qui existe, elle, depuis des dizaines d'années, c'est lorsqu'on fait simuler à une machine l'intelligence humaine. C'est la définition la plus simple. Et en fait, l'évolution notable qu'il y a, qui n'a échappé à personne, je pense, depuis fin 2022, c'est que maintenant, on a des intelligences artificielles génératives qui, du coup, vont générer des contenus, du texte, des images, des logiciels, du code, des vidéos, des univers. Enfin, en fait, quasiment tout ce qu'on pouvait créer comme contenu en tant qu'humain, les intelligences artificielles arrivent à le faire souvent mieux en très peu de temps et au-delà de ce qu'on pouvait imaginer qui était possible. Et ça a un impact radical sur le travail, au-delà de nos idées reçues, sur la plupart des métiers. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les études qu'il y a, si on regarde où on en est aujourd'hui des IA génératives, la plupart des métiers vont être impactés en tout ou partie, et pas que les métiers de cadre ou les métiers technologiques. Je vais commencer d'ailleurs justement par des exemples qui sont pas dans ce domaine-là. Les intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT qui est la plus connue, elles ont été pluguées sur des robots pour que plutôt que d'avoir des logiciels qui sont reliés à des robots pour les commander et leur dire bah tiens dans telle entrepôt logistique voilà comment tu vas gérer tel flux de marchandises. En fait, vu que c'est avec ChatGPT qui sait reconnaître une conversation, on peut juste du jour au lendemain discuter avec un robot qui n'a pas été programmé pour ça, hein, mais discuter avec lui en passant par ChatGPT pour lui dire tiens, est-ce que tu peux me rappeler les tâches que tu vas faire aujourd'hui? Comment tu pourrais les optimiser? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé à programmer mais qui pourrait te permettre de mieux fonctionner la prochaine fois? Qu'est-ce que tu pourrais apprendre des 2 dernières semaines où on a travaillé ensemble? Du coup, n'importe quelle personne qui travaille dans un entrepôt logistique peut désormais discuter avec des robots. Et ça, c'est pas que théorique, hein, c'est techniquement possible. Ils ont fait les premiers tests chez Boston Dynamics. Donc, plein de métiers dans le monde de la logistique sont impactés. C'est mon premier exemple. Et mon deuxième exemple, qui est l'un de mes préférés, c'est dans le monde du service à la personne. Souvent, on se dit, ah oui, l'IA générative, ça va changer plein de choses pour les métiers de cadre ou autres, mais les métiers humains. Dans les métiers de service à la personne, il y a déjà quelques robots dans certaines maisons de retraite ou autres, mais qui étaient très limités. Avec les intelligences artificielles génératives, maintenant, ils peuvent comprendre non seulement ce que disent les personnes qui y travaillent, mais aussi les personnes qui y résident, et surtout, ils peuvent comprendre leur environnement visuel. Et donc, pour aider à ranger, aider une personne à se lever, aider quelqu'un à se déplacer, aider à amener un repas ou à nettoyer quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et donc, ça change tout le travail des personnes qui bossent dans les EHPAD ou dans les établissements de soins, dès lors que ils vont commencer à intégrer des robots, ce qui n'est pas le cas de la majorité des EHPAD aujourd'hui, hein. Mais ça, c'est pour montrer l'impact sur tout un tas de métiers où on n'imaginait pas que, et d'ailleurs personne ne l'avait prédit,
que l'intelligence artificielle générative pourrait générer autant d'impact sur le travail et les métiers. Et puis, il y a d'autres métiers comme les traducteurs, les designers ou autres, où là, l'impact, c'est de plein fouet. Il y a déjà des plans sociaux dans les entreprises qui ont démarré en France, c'est depuis septembre 2023 qu'on a des plans sociaux qui passent à la télé, ils ont supprimé 200 emplois, il y a les partenaires sociaux qui vont se faire interviewer sur site. Ça va vite et c'est compliqué. Donc ça, c'est la partie un peu moins joviale, quoique toute transformation du travail peut amener la promesse de créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire. Mais c'est dur parce qu'elle en détruit sans prévenir du jour au lendemain. Et les personnes qui sont dans ces situations, c'est pas évident pour elles. Oui, puis peut-être aussi créer des nouvelles fonctions dans le futur. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour bien se projeter, souvent on a oublié tous les métiers qui ont disparu, mais ça ferait pas de sens aujourd'hui de se dire non, non, on va maintenir ce métier pour maintenir de l'emploi. Sauf que quand on est en plein milieu de la période de transformation, évidemment qu'on a envie de maintenir les emplois en se disant bon, peut-être que c'est pas bien de remplacer par des robots. Mais si ça fait sens économiquement, vu que c'est le sens de l'histoire, il y a plein d'entreprises qui, pour des raisons économiques, vont y aller. Et donc, il vaut mieux réfléchir à comment on retrouve d'autres formes d'emploi à ces personnes plutôt que d'essayer de résister parce que ça finira par arriver. La concurrence, elle est tellement forte et mondialisée que c'est hélas comme ça que les entreprises fonctionnent. Et donc, par rapport au RH, Alors, ça a pas mal d'impacts RH, même un peu plus largement. En fait, les impacts pour les entreprises aujourd'hui, il y a des gains de productivité qui sont estimés entre 10 et 30% dans beaucoup de métiers. Qu'est-ce que je fais de cette productivité gagnée? Est-ce que je produis plus? Est-ce que je redonne du temps? tu parles des boîtes tech ou assez global Global, alors évidemment, selon les métiers, ce sera même moins de 10%, mais les fourchettes, ça tourne souvent entre 10 et 30% de gains de productivité potentiels. Je ne dis pas que c'est déjà avéré à l'heure où on enregistre ces lignes. Et donc, d'un point de vue RH, on doit faire des choix pour l'entreprise demain. Est-ce qu'on se dit, on va former et accompagner ces personnes pour qu'elles intègrent de nouvelles tâches dans leur métier? Parce qu'il y a plein de tâches qu'elles font plus vite, voire qu'elles ne font plus du tout. Est-ce qu'on va organiser de la reconversion? Est-ce qu'on va capitaliser sur les seniors pour faire progresser plein de personnes et les amener vers une autre branche de l'entreprise? C'est que des questions qui vont être au cœur de comment je favorise et je maintiens l'employabilité des salariés que j'ai en poste. Puis il y a d'autres entreprises qui diront bon bah si on est plus efficace, on va produire encore plus. Il y a deux logiques qui vont s'opposer, sauf que c'est aujourd'hui qu'on fait ces choix en prévoyant l'accompagnement de la transformation IA de l'entreprise. Et les RH ont un rôle stratégique à jouer, comme pendant la transformation digitale des années 2010 à 2000, presque 2020. C'est un peu les mêmes choix, mais il n'y a pas que ces choix-là. Dans les autres impacts pour les RH et les dirigeants et les managers, il y a qu'est-ce qui se passe de toutes les données qu'on met dans ces outils d'IA générative, parce que ça permet des gains de productivité tellement forts qu'on est tenté de mettre beaucoup d'informations stratégiques, sensibles ou autres, alors qu'en fait, dans la plupart des cas, il ne faut surtout pas le faire parce que ces outils, ils appartiennent à des éditeurs de logiciels qui souvent sont américains. Et on sait que les entreprises américaines ou d'autres pays ne se sont pas gênées pour déjà faire de l'espionnage industriel avant l'arrivée des IA. Alors si en plus maintenant il y a tout le monde qui met des données stratégiques dedans, donc il y a un vrai sujet de protection des données, pas juste pour respecter la RGPD, mais des enjeux stratégiques. Donc comment on fait quand ChatGPT, n'importe qui peut, il suffit de se connecter sur un site internet et la version alors payante c'est 20 $ par mois, mais même la version gratuite, on peut déjà faire des trucs extraordinaires. Comment on fait quand on est une entreprise face à ça? Comment on fait quand tout le monde utilise l'IA, mais que l'IA peut faire des erreurs? Parce que là, j'ai dit jusqu'à présent que ça pouvait permettre de gagner en productivité, de faire des choses qu'on ne pensait pas possibles, mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça permet aussi de se tromper. Il y a des phénomènes hallucinants. Je crois le dernier en date, c'est un juge, c'était en octobre, un juge au Brésil qui se retrouve condamné parce qu'il a utilisé ChatGPT pour rendre des décisions et il s'est pas aperçu dans les longues décisions qu'il a générées avec ChatGPT qu'il y avait des erreurs manifestes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre et qu'on a su qu'il travaillait avec ChatGPT plutôt que de se référer à la législation en vigueur et aux dernières jurisprudences. C'est un exemple un peu extrême, mais quand on le ramène à une entreprise où il y a plein de salariés qui l'utilisent sans avoir idée des conséquences, parce que c'est des usages externes à titre, un consultant qui produit un rapport pour un client, donc un usage externe, qui a été vendu 20 jours homme, je ne sais pas combien, 30 000 euros, et qu'on s'aperçoit que ça a été fait avec un outil d'IA, et qu'en plus il y a des erreurs, là ça va poser des problèmes sérieux à l'entreprise. Donc comment on gère la fiabilité des contenus? Comment on gère les biais des IA? Parce que les biais des humains se retrouvent dans les IA. L'IA, il ne faut pas oublier qu'elle apprend de tout ce qui se passe, notamment sur Internet, qui a été créé par l'humain. Donc on retrouve tous les problèmes d'inégalité,
d'inéquité et de non-diversité qu'il y a sur Internet se retrouvent dans les IA si on n'y fait pas attention. Et puis, il y a des enjeux éthiques. Est-ce que l'IA, on s'en sert au profit de l'humain et de la planète, ou on s'en sert juste dans un but de profit économique? Et enfin, parce que côté RH, on va être servi, hein, côté IA, il y a l'enjeu de l'impact écologique de l'utilisation de ces outils. Parce que d'un côté, on a un impact écologique et un impact carbone qui est fortement réduit. Je prends un exemple, on veut tourner un spot publicitaire dans le secteur du retail pour un nouveau produit. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour filmer ce produit dans une île paradisiaque. On peut générer un environnement virtuel dont l'œil humain ne sait plus décrypter que c'est pas un vrai environnement. Et du coup, on peut faire un spot publicitaire avec 3 personnes en une semaine, là où avant, il fallait déplacer 100 personnes pendant 3 semaines à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est les gains positifs. Et il y a les aspects négatifs où les IA consomment énormément d'énergie. À date, une requête pour générer une image, c'est une bonne partie du temps de recharge d'un smartphone. Se faire une idée très, très concrète. Donc à fin 2023, on en est là. Et en plus, il faut des serveurs qui tournent, qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut des cartes graphiques qui contiennent des puces avec des métaux rares qui sont extraits dans des conditions environnementales absolument épouvantables. Donc il y a beaucoup de plus et de moins qui se compensent. Et dans les entreprises, il y a déjà des RH qui m'ont dit, bah, ça y est, j'ai des salariés qui commencent à dire, mais moi je ne veux pas utiliser les IA. Ça a été médiatisé que ça pollue encore plus que quand on utilisait juste nos outils digitaux. Or, l'entreprise, elle est dans une politique où elle fait sa transfo IA. Comment est-ce qu'on gère ces questions? C'est ça un peu les impacts et les questions qui se posent au RH. Voilà, les enjeux écologiques, ça commence, mais c'est vrai qu'on a déjà toute cette vague de médiatisation de, voilà, de l'IA, faut absolument le maîtriser, tu vois? C'est Ouais, ouais, bah, ça crée des injonctions paradoxales et il faut composer avec. C'est dur. Est-ce qu'il faut, selon toi, former peut-être les gens en entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Peut-être pas former, mais une sorte de prévention? Bah, je pense qu'il y a 3 niveaux. Déjà, il faut communiquer. Quelles sont nos règles en interne? Qu'est-ce qu'on s'autorise à utiliser comme outil? Si c'est considéré comme sensible, quels sont les outils qui sont On n'a interdits? peut-être pas, tu vois, on n'a peut-être pas le même niveau de connaissance justement sur l'IA. Enfin, sur les risques, j'entends. Ouais, ouais, exactement. Et donc communiquer, de dire bah, attention, les données peuvent fuiter, ça arrive toutes les semaines. Enfin, j'ai l'impression que j'ai des exemples encore presque toutes les semaines. Quels sont les bons usages pour tirer le meilleur de l'IA et pas se retrouver à les utiliser comme Google et du coup avoir des réponses décevantes ou fausses. Ensuite, donner les règles de bah, quand j'ai fait un travail avec l'IA, d'être transparent là-dessus. De dire là, je te fournis ça, mais je l'ai fait avec l'IA, donc sois un peu plus attentif parce qu'il peut y avoir des erreurs ou des biais auxquels j'ai pas fait attention et de dire quelle est la politique de la boîte. Donc ça, c'est le niveau 1, communication. Le niveau 2, c'est de l'acculturation et de la sensibilisation pour prendre en main ces outils et commencer à changer un petit peu sa manière de travailler de manière positive, bah pour optimiser sa productivité si c'est ce qu'on souhaite, pour automatiser des choses qui n'ont pas du tout de valeur ajoutée. Et le niveau 3, il y a déjà quelques entreprises qui s'y sont mises, mais je pense que 2020, enfin, pour avoir vu les plans de formation de beaucoup d'entreprises de toute taille pour 2024, bah, il y en a beaucoup qui ont déjà mis beaucoup de budget là-dedans. Là, c'est carrément de la formation pour, on va dire, pour travailler à l'ère de l'IA. C'est quoi être un RH à l'ère de l'IA? C'est quoi être un manager à l'ère de l'IA? Un chef de projet à l'ère de l'IA, etc. Tout ne change pas, mais il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Et si on n'en a pas conscience, bah, on va pas s'en emparer et s'adapter soi-même. Et c'est d'autres entreprises qui vont progresser plus vite ou nous prendre des parts de marché ou autre. Et là, c'est vraiment de la formation, donc de la montée en compétences sur un sujet qui est totalement nouveau. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de formation, de temps synchrone, parce que on entre dans un nouveau paradigme et c'est pas simple quand on a des années derrière soi d'habitude de travail de commencer à le repenser, même si les promesses sont belles. C'est comme à l'époque de la transformation digitale, ça génère une résistance qui est naturelle chez l'humain. Moi, je suis sûr que j'ai plein de formes de résistance dont je n'ai même pas conscience, même si je suis sur l'IA depuis un an. Et ça, c'est un gros, gros chantier pour les RH, pour embarquer tout le monde et pas laisser sur le côté de la route les personnes qui ont soit des a priori, soit qui sont pas assez à l'aise avec le digital. Parce que, c'est la bonne nouvelle, pour terminer ma réponse à ta question, en fait, maintenant, les IA, on peut discuter à l'oral. Juste lui dire, là, j'ai besoin, voilà mon défi, voilà mon objectif, voilà la forme que devra prendre mon livrable. Est-ce que tu peux m'aider, me dire comment je m'y prends, me créer un template Il n'y a pas besoin de maîtriser n'importe quel outil. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que tu formes, toi, là sur ces sujets? Ouais, ouais, ouais. Moi, je forme alors de 2 manières. Je forme, bah, déjà chez Youno, on a beaucoup de formations là-dessus. On fait de la formation en ligne et on a eu un pic de demande depuis,
c'est depuis mars 2023. Quelle typologie d'entreprise, justement? Est-ce que c'est les plus petites? Pas forcément? Est-ce que c'est des grosses, Non, on a les 2. Vraiment, j'ai pas de je me demande si c'est pas du 50-50 parce qu'on forme toute taille d'entreprise et non, on a un peu tout et je le fais moi aussi à titre personnel, notamment pour les publics RH, parce que là, c'est assez spécifique. Bah, comment est-ce que j'accompagne ça et comment moi-même j'adapte mon propre métier parce que côté recrutement, formation, rémunération et gestion du talent, ça chamboule pas mal de choses, hein. Les outils, ils sont en train de se transformer, mais même le champ des possibles, il est nouveau, donc c'est passionnant si on sait bien s'en emparer. Sinon, on a l'impression qu'on va se faire remplacer par l'IA. Du côté RH, je rassure les RH qui nous écoutent, on n'est pas prêt de se faire remplacer par l'IA. On peut juste améliorer sa manière de travailler. faire gagner du temps sur certaines, tâches? Je pense qu'il faut le prendre, ouais, prendre les Ouais, bons. et le temps qu'on gagne, du coup, le passer avec les salariés, à les accompagner en one-on-one, à répondre à leurs questions. Là où jusqu'à présent, et j'en ai fait partie, même si je suis chez Youno, on est 40, on n'est pas une grosse boîte, de dire j'ai pas le temps de passer autant de temps en one-to-one avec tout le monde pour comprendre ce qui se passe. Bah là, on va pouvoir gagner du temps, donc on peut le mettre à passer plus de temps avec l'humain si on fait ce choix-là. Ouais, toi, tu as envie de continuer là-dessus, sur les sujets d'IA? Ouais, ouais, Tu vises clairement, parce vraiment que là, sur les mois à venir, tes projets, au-delà du fait que ça me passionne, ça rejoint une conviction qui est que les RH doivent continuer à prendre une position stratégique dans les entreprises. Il y en a qui ont démontré que c'était possible et qu'on n'est plus des RH exécutants comme l'historique des RH. Et avec l'IA, on pourrait résoudre tellement de problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui, que ce soit pour l'environnement, pour l'emploi des seniors, pour la diversité dans l'entreprise, pour les métiers pénibles, pour les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui empêchent les gens de progresser. Pour progresser soi-même, on peut apprendre et se faire coacher par l'IA en ayant évidemment quelques limites, mais beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, ça va développer l'autonomie des gens. En fait, je crois dans tellement de valeurs que ça porte que je me dis, il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie pour que les gens s'en emparent de la bonne manière. Et donc, bah, si je peux faire ça dans des ateliers, des conférences, des peu importe, peut-être demain dans un livre, mais pas tout de suite. Je pense que c'est comme ça que je serai épanoui parce que je suis convaincu du bien que ça peut apporter. Et si on fait pas ce travail de pédagogie, bah, c'est plutôt les personnes mal intentionnées qui prendront les devants pour s'en servir à des fins économiques et plutôt au détriment de l'humain et de la planète. Et là, j'aurais des regrets si j'ai pas au moins essayé d'apporter ma modeste part, hein, parce que j'ai découvert l'IA il y a à peine un an, donc je suis pas du tout encore un expert comme certains qui bossent dessus depuis 10 ans. génial. Beh, merci beaucoup, Pierre. Donc tu es sur les réseaux sociaux, tu postes pas mal sur LinkedIn? Ouais, surtout sur l'IA, c'est sur LinkedIn qu'il faut me suivre ou me poser des questions si ce sujet vous intéresse. Ouais. Tu es sur d'autres, canaux, non? Tu fais pas mal de prises de parole aussi, c'est ça, des confs? Conférences, webinaires, je fais pas mal de webinaires et je suis à la plupart des événements RH qui sont ouverts au grand public. OK, génial. Ben merci beaucoup, Pierre. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.